pour analyser l'événement que fut la destruction du peuplement arménien de l'Artsakh, c'est-à-dire l'offensive militaire massive de l'État azerbaïdjanais soutenu par l'État turc le 19 septembre 2023, qui amène l'exil sans retour des 120 000 Artsakhites, donc qui fuient vers la République d'Arménie. Et donc cette fuite, c'est la fin, je veux dire, du peuplement arménien dans cette région. Hein, c'est la fin de la République autonome du Haut-Karabakh, et c'est important de souligner cette entité politique que fut donc le Haut-Karabakh, l'Artsakh. Eh bien, pour analyser cet événement majeur, puisque c'est une épuration ethnique totale, donc réalise l'État azerbaïdjanais, une prise de pouvoir, pas seulement territorial, mais je veux dire une prise de pouvoir sur un territoire historiquement arménien. Mais pour l'expliquer, il faut aller vers la profondeur de l'histoire, la profondeur historique est indispensable donc, pour comprendre. Alors peut-être il faut quand même rappeler les faits. Hein. Les faits, c'est donc la première guerre donc, du Haut-Karabakh, avec la victoire en 1994 donc, des Arméniens, à la fois les Arméniens de ce territoire donc, arménien placé dans l'État azerbaïdjanais par la volonté de Staline, on le sait, et donc la victoire aussi eh bien, des Arméniens, la République d'Arménie, une victoire considérable, hein, très importante, avec aussi voilà, la conquête de territoires azerbaïdjanais qui donc opère une unité territoriale hein, entre donc, ce qui va devenir la République autonome du Haut-Karabakh et puis la République d'Arménie. Donc c'est une victoire complète. Et cette victoire, donc, elle montre aussi la volonté des Arméniens du Caucase de se défendre et de faire face donc effectivement à une agression azerbaïdjanaise extrêmement violente, hein, qui fait suite à la disparition de l'effondrement du système soviétique. Hein. Donc cette victoire, elle est très importante. Évidemment, la République d'Arménie, comme donc, la République autonome du Haut-Karabakh qui va se mettre en place, certainement aurait dû envisager des négociations avec l'État azerbaïdjanais de manière effectivement à stabiliser quand même cette région, peut-être à rétrocéder certains territoires azerbaïdjanais conquis par les Arméniens en 1994, hein, qui n'étaient pas des territoires arméniens, peut-être aussi éviter les expulsions extrêmement violentes pour certaines hein, d'Azerbaïdjanais, de musulmans azerbaïdjanais donc qui sont obligés de quitter leur foyer donc, dans ces zones conquises en 1994. Là, c'est certain qu'il y a eu des erreurs politiques, diplomatiques, historiques qui ont été commises par les Arméniens. Il faut effectivement le dire clairement. Néanmoins, cette République autonome du Haut-Karabakh, hein, eh bien, elle se dote d'institutions, d'un gouvernement, d'un parlement, même si elle n'est reconnue par personne, elle est le vœu des 120 000 Artsakhites qui décident de réaliser effectivement donc, leur indépendance. Hein. Et cette indépendance, comme je l'ai dit, elle s'inscrit dans un peuplement historique des Arméniens dans cette région, en dépit effectivement voilà, des changements, enfin des décisions opérées par les bolcheviks, à commencer par Staline. Cette République autonome du Haut-Karabakh, hein, qu'on appelle l'Artsakh, eh bien, elle subit donc en octobre l'offensive conjointe de l'Azerbaïdjan et de la République de Turquie, hein, donc en octobre 2020, hein, offensive conjointe donc de l'État azerbaïdjanais et de l'État turc, une offensive militaire qui dure 44 jours et qui se solde par la défaite à la fois voilà, des troupes de la République d'Arménie et la défaite, je vais dire, des troupes de l'Artsakh. Donc c'est une situation extrêmement grave à la fois pour les habitants de l'Artsakh, mais aussi globalement pour
l'avenir des Arméniens du Caucase, avec la République d'Arménie. En effet, donc on voit effectivement très clairement la suprématie militaire donc de l'Azerbaïdjan et de la Turquie, et l'état d'infériorité militaire hein, des Arméniens, qui en plus perdent le soutien de la Russie qui clairement prend fait et cause pour l'Azerbaïdjan, pour, de mon point de vue, punir l'Arménie, effectivement, de s'être dotée d'un régime démocratique avec donc l'arrivée au pouvoir de Pachinian, hein, et c'est ce qu'on appelle la révolution de velours, donc quelque chose de très important qui s'est produit en Géorgie, qui s'est produit en Ukraine, et on le sait, la Russie de Vladimir Poutine, je veux dire, haït à un point incommensurable eh bien, les expériences démocratiques dans ce que la Russie considère comme effectivement sa zone d'influence, donc l'Arménie en fait partie. Et là, il y a une volonté de punir l'Arménie de Pachinian en laissant effectivement l'Azerbaïdjan gagner. Alors, certes, donc début novembre, la Russie impose un cessez-le-feu et se montre garante effectivement voilà, de l'accord, hein, donc qui met fin provisoirement à cette guerre, avec pour les Arméniens hein, eh bien, des pertes essentielles, notamment la ville de Chouchi, qui est une ville extrêmement importante pour l'Artsakh, et donc une amputation déjà du territoire donc de Haut-Karabakh, hein, du territoire artsakiote, et l'imposition donc d'un couloir, hein, qui relie le couloir, donc qui relie ce qui reste du territoire du Haut-Karabakh hein, avec la République d'Arménie. Ce couloir dit de Latchine hein, eh bien, est contrôlé par les Russes qui sont là normalement, hein, d'après ce qui est décidé, pour superviser donc un accord de cessez-le-feu, puis un accord de stabilisation voilà, des nouvelles frontières. Sachant que tous les territoires azerbaïdjanais qui avaient été conquis en 1994 par les Arméniens eh bien, sont perdus. Donc la situation, incontestablement, pour les Artsakhites devient difficile. Tout le monde espère que la Russie va être suffisamment donc déterminée pour empêcher donc le reste du territoire artsakiote de tomber dans les mains de l'Azerbaïdjan, ce qui n'est pas le cas, puisque en fait, le 12 décembre 2022, très exactement, hein, eh bien, des militants d'extrême droite azerbaïdjanais s'emparent donc du contrôle du corridor de Latchine, et en fait, très vite, c'est l'Azerbaïdjan qui qui décide de contrôler le corridor de Latchine. Donc les Russes n'ont plus effectivement d'intervention sur ce corridor. Hein, et ce qui va se passer, c'est que le 19 décembre, c'est le début, le 12 décembre, c'est le début d'un blocus total de ce qui reste de l'Artsakh. Donc un blocus qui amène, je veux dire, les Artsakhites à être privés de tout, et en particulier de nourriture, de médicaments, et donc, en fait, à mourir, à être destiné à mourir de faim dans d'horribles souffrances, parce que lorsqu'on meurt de faim, c'est absolument terrible, hein, je veux dire, c'est une torture, on n'imagine pas effectivement ce que ça peut être. En fait, dès au mois d'août donc suivant, hein, puisque je parle du 12 décembre 2022, au mois d'août 2023, eh bien, on enregistre déjà les premiers cas de décès manifestement causés par eh bien, l'absence hein, de nourriture et donc la mort par la faim. La situation du Haut-Karabakh est désespérée, hein, et la République d'Arménie, comprenant aussi son état d'infériorité, décide donc de ne pas intervenir, hein, car effectivement, ça serait le prétexte pour l'Azerbaïdjan et la Turquie d'attaquer là, directement la République d'Arménie, qui est vraiment en situation d'infériorité et de grand isolement. La France soutient l'Arménie, les États-Unis un petit peu, mais globalement, l'Arménie était entourée effectivement d'États hostiles. Le soutien de l'Iran est une pure fiction, et de toute façon, comment peut-on fonder effectivement une diplomatie et des soutiens sur un tel régime que celui du régime iranien. Donc la situation est extrêmement grave, à la fois pour la République d'Arménie, pour les Arméniens donc de l'Artsakh,
Et en fait, ce blocus crée en fait une situation de terreur en fait, chez les 120 000 Artsakhilotes, de terreur, puisque leur fin est programmée, c'est la mort. C'est la mort et la mort complète, c'est-à-dire tout le monde peut mourir effectivement de famine, et c'est clairement la décision de l'État azerbaïdjanais d'affamer cette population avec ce blocus intégral. Et c'est pour cela que, comme l'a fait donc le procureur, l'ancien procureur de la CPI Ocampo, dans l'ouvrage que je publie donc en septembre 2023, je développe effectivement l'analyse du fait que cette intention d'un blocus total débouchant sur une famine complète des 120 000 Artsakhilotes, eh bien, relève d'un acte de génocide fondé effectivement sur la définition du crime de génocide de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948. Et de mon point de vue, on est là effectivement en face de l'utilisation d'un acte de génocide, alors peut-être pas pour détruire donc physiquement cette population. Maintenant, il faut savoir que lorsqu'on utilise un tel acte, on est déjà dans le génocide. Il ne faut pas attendre que, au fond, l'acte soit totalement commis pour dire il y a génocide. L'intention d'extermination par la faim, eh bien, effectivement, relève d'un acte de génocide. Et donc, je l'ai écrit dans un ouvrage qui est paru donc, en septembre 2023, qui s'appelle « Arménie, un génocide sans fin et le monde qui s'éteint ». Cet ouvrage est suivi donc, au mois de mars 2025 d'un nouvel ouvrage, écrit cette fois-ci en collaboration avec Thomas Hockman, qui est professeur de droit, et Raymond Kervokian, qui est professeur d'histoire et grand spécialiste du génocide des Arméniens, comme on le sait. Et cet ouvrage, ce nouvel ouvrage, montre effectivement, encore une fois, la nécessité d'analyser les événements présents au regard de la profondeur historique, au regard de l'histoire, et l'histoire qui commence en fait au milieu du 19e siècle pour les Arméniens. Je vais y revenir. Mais ce qu'il faut effectivement souligner, c'est en fait la parution de ce livre, donc Arménie, un génocide sans fin et le monde qui s'éteint, qui paraît au moment même en fait, de l'offensive massive du 19 septembre 2023 contre l'Azerbaïdjan, contre l'Artsakh, offensive massive donc soutenue par la Turquie, alliée de l'Azerbaïdjan. Et en fait, je dois quand même dire que cette publication, donc, qui a infirmé de manière extrêmement forte eh bien, les thèses qu'on voyait dans les médias occidentaux, qui étaient qu'il y avait des sécessionnistes, c'est-à-dire les Artsakhilotes, et puis effectivement le droit inaliénable de l'Azerbaïdjan de recouvrer le droit inaliénable de l'Azerbaïdjan de recouvrer effectivement ces territoires et les territoires donc du Haut-Karabakh. Cette vision est une vision erronée, fausse, dans la mesure où il y a des droits historiques donc des Arméniens sur cette région donc du Haut-Karabakh, de l'Artsakh, et d'autre part, ce n'est pas effectivement seulement une question territoriale. Cette question territoriale est même secondaire par rapport donc, à l'entreprise de destruction des Arméniens du Caucase par ces deux puissances que sont l'Azerbaïdjan et la Turquie. Et comment est-ce qu'on peut arriver à le dire? On peut arriver à le dire parce qu'il y a donc ce blocus à visée donc de terreur absolue ou même de destruction physique des Arméniens. Donc on le voit puisque cette terreur absolue provoque le départ de tous les Artsakhilotes. Il y en a 4 ou 5 qui vont rester séduits par les promesses donc de l'Azerbaïdjan de dire voilà, tout le monde sera égaux, libre en droit, donc il n'y aura pas de distinction entre Arméniens et musulmans azerbaïdjanais. C'est faux. Les Arméniens savent effectivement le sort qui leur est réservé et ils fuient. Donc c'est effectivement une épuration ethnique parfaitement réalisée, puisque effectivement la menace des Azerbaïdjanais ne s'exerce pas au moment où ils investissent donc le reste des territoires artsakhilotes, mais ils savent que la menace, elle a été auparavant cette volonté d'exterminer par la faim. Donc cette réalité, il faut la poser.
de la part aussi d'États, je vais y revenir, qui, effectivement, historiquement, sont engagés dans une lutte existentielle contre les Arméniens. Mais pour insister encore sur cette dimension d'épuration ethnique techniquement parfaitement réussie, hein, eh bien, elle a fini par s'imposer. Hein, et moi-même, lors de la parution de cet ouvrage, aux éditions des Belles Lettres, j'ai été interrogé par les médias, parce que précisément, les médias répétaient la même légende sur effectivement le droit de l'Azerbaïdjan de récupérer et de soumettre donc, ces terres arméniennes. Et moi, j'expliquais effectivement qu'il en était très différent et qu'on assistait là à effectivement une épuration ethnique fondée sur l'usage d'un acte de génocide. Et finalement, quand même, cette expertise que j'ai transmise donc, à travers les médias a porté ses fruits, puisque la ministre des Affaires étrangères française de l'époque, hein, Catherine Colonna, a reconnu effectivement qu'il y avait épuration ethnique au Haut-Karabakh, ce qui était très important parce que ça changeait beaucoup effectivement avec la position initiale qui était de dire on est dans une guerre territoriale, l'Arménie a conquis des territoires et l'Arménie les perd. On n'est pas du tout dans cet élément-là, même si ça peut apparaître comme tel. Et donc, pour comprendre effectivement la portée de ce qu'ont vécu donc les Arméniens du Haut-Karabakh, c'est-à-dire la destruction complète, effectivement, d'une vie, d'une civilisation qui était celle de l'Artsakh, hein, avec, comme je l'ai dit, des institutions, une histoire, un patrimoine extrêmement important, une destruction hein, qui se réalise. Cette destruction, elle se réalise dans le contexte hein, eh bien, d'un génocide sans fin, d'un génocide long, si l'on préfère, hein, parce que, effectivement, la conscience que nous avons et notre volonté aussi de combattre pour la vérité et pour la justice fera qu'un jour, ce génocide s'arrêtera. Il n'est pas sans fin, mais il est très long. Et du reste, il faut en fait, se plonger sur les déclarations de l'Azerbaïdjan et de la Turquie, notamment après la guerre des 44 jours, hein, avec le président Aliyev qui déclare que voilà, donc s'adressant aux Arméniens et les traitant de chiens, hein, je veux dire, insistant sur donc, effectivement le panturquisme qui porte aussi cette grande croisade hein, contre les Arméniens, et puis la Turquie du président Erdogan hein, qui se félicite donc notamment que l'âme d'Enver Pacha, qui est l'un des responsables du génocide contre les Arméniens, eh bien, soit comblée avec donc cette défaite des Arméniens donc en novembre 2020. Donc là, on a des indications intéressantes hein, au fond de la finalité de cette offensive contre le Haut-Karabakh, qui n'est pas seulement donc, de récupérer des territoires perdus en 1994 hein, ou de soumettre donc, cette république autonome, hein, créée donc, après la victoire de 1994, mais bien effectivement de poursuivre une entreprise de destruction des Arméniens, une destruction physique, hein, avec donc des morts importants, avec des actes de torture extrêmement sévères contre des combattants aksariotes en particulier, mais aussi métaphysique, c'est-à-dire tout doit disparaître. Et je veux dire, la destruction du patrimoine arménien du Haut-Karabakh, dire la manière dont toute cette vie arménienne n'existe plus donc au Haut-Karabakh est impressionnante. Hein, et du reste, pour les Azerbaïdjanais, pour les Turcs, je veux dire, au fond, tout ça est de la fiction, comme il faut le dire, je veux dire, l'Arménie elle-même, considérée par l'Azerbaïdjan comme eh bien, l'Azerbaïdjan occidental. Voilà, donc c'est on détruit la réalité même, en fait, historique, démographique, culturelle, politique eh bien, du Caucase arménien. Avec effectivement cette victoire donc, de l'Azerbaïdjan. Donc on voit effectivement comment cette victoire de l'Azerbaïdjan effectivement, définit cette entreprise historique de destruction des Arméniens. Et cette entreprise historique de destruction des Arméniens, on peut effectivement la démontrer. On la démontre en fait de quelle manière? D'abord, effectivement, comme je l'ai dit, avec
donc la justification par l'Azerbaïdjan et par la Turquie eh bien, des raisons profondes hein, de l'attaque, donc des attaques, hein, des offensives très meurtrières donc contre l'Artsakh et aujourd'hui, il faut le dire, hein, contre l'Arménie elle-même, hein, qui est menacée, en particulier la province du Syunik, hein, province sud, qui peut effectivement faire l'objet d'une attaque massive de l'Azerbaïdjan. Donc, ces justifications, le fait aussi que ces deux États, donc Azerbaïdjan et Turquie, sont des États négationnistes, c'est-à-dire des États qui nient le génocide des Arméniens, hein, et avec, je veux dire, un luxe de moyens, en particulier diplomatiques. Hein, je veux dire, les ambassades et les consulats d'Azerbaïdjan et de Turquie dans le monde sont chargés, effectivement, de menacer ceux qui défendent la vérité sur le génocide perpétré contre les Arméniens ottomans. Il faut se souvenir que la République d'Azerbaïdjan et la République de Turquie sont des États qui sont nés après le génocide. Donc on pourrait se dire, au fond, ils ne sont pas liés au génocide perpétré donc entre 1915 et 1917 par la dictature unioniste, les jeunes Turcs unionistes, nés de la révolution, une perversion de la révolution jeune turque. Hein, eh bien, c'est cette dictature de l'Empire ottoman qui mène le génocide perpétré contre les Arméniens de l'Empire ottoman. Mais si on approfondit l'histoire, on découvre premièrement que l'Azerbaïdjan a été créé par des agents en fait unionistes qui donc sont envoyés à Bakou pour développer ce qui pourrait apparaître à la fin de la Première Guerre mondiale comme une sorte de dernière carte de l'Empire ottoman unioniste, hein, c'est-à-dire le panturquisme, et donc il y a des liens directs entre l'État azerbaïdjanais et le régime qui a réalisé le génocide contre les Arméniens. Ça, c'est du côté de l'État azerbaïdjanais. Et du côté de l'État turc, donc de la République de Turquie, née en 1923 après le traité de Lausanne qui, effectivement, annule toute réparation ou même toute existence véritablement eh bien, de ce que les Arméniens ont subi dans l'Empire ottoman. C'est une victoire complète de la République de Mustafa Kemal lui-même, dit Atatürk. Hein. En fait, on a le sentiment que sa République de Turquie, avec sa dimension moderniste, laïque, n'a rien à voir avec l'Empire ottoman, perpétrateur du génocide contre les Arméniens. Mais c'est faux, car effectivement, entre l'Empire ottoman, donc grand empire multiconfessionnel et multicommunautaire, et la République de Turquie avec une seule race, hein, entre guillemets, la race turque, avec un État-nation très fort, on se dit, au fond, il n'y a pas de lien. Mais le lien, il est fait par la dictature unioniste de la Première Guerre mondiale, qui, en fait, est beaucoup plus proche, finalement, du régime turc que du régime impérial. Et, en fait, ce régime donc unioniste, avec ses militants, avec ses dirigeants, eh bien, se retrouve dans la République de Turquie, notamment les cadres, les dirigeants, deviennent effectivement les acteurs essentiels de ce nouvel État créé par Mustafa Kemal. Et j'ajoute, et ça c'est un point extrêmement important et qui a été bien montré par l'historien Raymond Kerouakian, donc auteur en 2006 du grand livre Le génocide des Arméniens, et auteur en 2023, au moment où paraît mon propre livre, eh bien, d'un livre tout à fait fondamental qui s'appelle Parachever le génocide, et qui raconte comment, en fait, après la fin de la Première Guerre mondiale, après l'armistice de Mudros, où on aurait pu imaginer que les Arméniens survivants du génocide et restés dans les régions ottomanes auraient premièrement la vie sauve et deuxièmement pourraient à terme envisager soit un État, soit au moins un foyer national, hein, comme par exemple en Cilicie, eh bien ces Arméniens survivants sont éliminés par la République de Turquie, ou plutôt avant la République de Turquie, par ce qu'on appelle le mouvement national donc porté par Mustafa Kemal, puis par la République de Turquie. Eh bien, la République de Turquie continue le génocide perpétré contre les Arméniens parce que, effectivement, ces
tout l'intérêt de ce régime de réaliser une homogénéisation complète donc ethnique, hein, puisque effectivement les Arméniens sont considérés comme une race menaçante, maudite, que la race turque doit éliminer. Donc on est dans le même schéma finalement que le schéma du génocide lui-même, qui est donc parachevé par le mouvement national, puis par la République de Turquie. Ça, c'est des points essentiels, très importants, qui ont aussi été démontrés par l'historien Stéphane Irig, hein, également démontrés par l'historien de Turquie Taner Akçam, y compris développé par l'historien donc spécialiste Talat Pasha, historien spécialiste de Talat Pasha, Hansuka Kieser. Donc là, vous avez quand même 4 voire 5 historiens majeurs qui expliquent cela, qui expliquent comment est-ce que en fait, le génocide ne s'arrête pas en fait, en 1917, hein, ou ne s'arrête pas avec la défaite du pouvoir génocidaire, c'est-à-dire des jeunes Turcs de l'Empire ottoman. Non, le génocide se poursuit avec donc ce parachèvement réalisé par donc le mouvement national et les dirigeants de la République de Turquie, de la même manière que des pogroms se réalisent dans effectivement, le nouvel État azerbaïdjanais contre les Arméniens qui sont très présents autour de Bakou ou dans le territoire autonome donc du Haut-Karabakh décidé par Staline. Donc on voit effectivement, c'est intéressant, on voit comment est-ce que le génocide ne s'arrête pas, qu'il se poursuit. Il se poursuit et il va se poursuivre. Il va se poursuivre donc, à travers de nouveaux pogroms contre les Arméniens et en particulier la destruction donc, des Arméniens du Dersim, hein, dans la région montagneuse dite de Tunceli, mais qui s'appelle le Dersim, donc, qui est au sud-est de la Turquie, et là où en fait des Arméniens avaient été sauvés par des musulmans alévis, ils s'étaient convertis donc à l'islam, mais ils avaient été protégés, ils avaient pu conserver une grande partie de leur tradition, et ça c'est très important. Et en fait, Mustafa Kemal décide donc à partir de 1934 d'éliminer donc ce foyer de contestation des Alévis musulmans et donc lance une opération notamment aérienne de destruction des populations. C'est terrible, je veux dire les atrocités se multiplient contre ses habitants. Et donc, c'est encore effectivement une phase d'élimination de populations arméniennes, y compris par donc la fille adoptive de Mustafa Kemal, hein, Sabiha Gökçen, qui pilote l'un des avions bombardiers détruisant des communautés arméniennes donc du Dersim. C'est encore un élément supplémentaire de ce génocide qui se poursuit, hein, et qui finalement va donner aussi, intéressant de rappeler qu'un écrivain et journaliste turc de confession arménienne, hein, Hrant Dink, sera assassiné à Istanbul pour avoir révélé précisément que probablement, selon toute évidence, Sabiha Gökçen est arménienne, puisqu'elle a été adoptée par Mustafa Kemal dans un orphelinat où il était connu qu'il y avait des enfants arméniens, des orphelins arméniens. Et pour avoir révélé effectivement cela, pour avoir révélé aussi ce caractère tragique, hein, de la destruction des Arméniens alévis donc du Dersim, il sera assassiné à Istanbul par un nationaliste turc et couvert par l'État profond qui est profondément négationniste et anti-arménien. Donc l'obsession en fait à la fois donc d'abord de l'Empire ottoman et de l'Empire ottoman autoritaire, puisque avant même le génocide de 1915, vous avez les grands massacres donc de 1894-96 donc perpétrés en Anatolie, mais aussi à Constantinople sur ordre du sultan Abdulhamid II, des massacres qui font près de 200 000 morts avec des
je veux dire, des blessés innombrables, avec des régions totalement détruites au niveau du peuplement, donc un exil, le sentiment que la conscience de la part des Arméniens ottomans que leur avenir est condamné, hein, donc une période extrêmement sombre, hein, on est en 1894-96, suivi de grands massacres en Cilicie, à Adana, où on voit effectivement à la fois la population, mais aussi l'armée ottomane, au moment même de la révolution jeune turque. Hein, donc ça montre aussi que finalement, entre l'Empire ottoman d'Abdülhamid II et puis la révolution jeune turque, finalement, il y a un même projet génocidaire des Arméniens. Donc on est effectivement là dans un génocide qui commence bien avant 1915 et un génocide qui se poursuit bien après 1917-18, hein, avec, et là je crois que c'est important, cette obsession du négationnisme, le négationnisme, hein, qui est la poursuite des génocides, puisqu'on nie, je veux dire, la disparition des populations, on nie l'intention criminelle, et on sait que le négationnisme est une manière, en fait, de poursuivre le génocide, puisqu'on détruit, en fait, l'histoire même des survivants en ne leur reconnaissant aucune réalité, en pourchassant la vérité. Lorsqu'on associe toutes ces données, effectivement, on comprend que ce qui s'est passé donc, entre décembre 2022 et donc le 19 septembre 2023, eh bien, c'est encore une page du génocide long perpétré contre les Arméniens, et c'est effectivement extrêmement important de le dire, de le faire comprendre, et donc d'opposer la voie de la vérité et de la recherche historique, hein, à la propagande et aussi à l'ignorance d'une bonne partie, effectivement, des sociétés dans le monde. Il est important de restaurer la vérité. On le fait par des recherches, par des livres, et aussi on le fait par, effectivement, donc des entretiens pour des documentaires.